Nous allons commencer. Alors voilà, bonjour à tous. Merci d'être présents à ce webinaire. Je me présente pour ceux que je n'ai pas encore le plaisir de connaître. Donc, je suis Didier Deneyer, je suis le conseiller économique et commercial de la région Wallonne en poste à Madrid. Donc, avec mon collègue qui est le conseiller économique en poste à Barcelone, Gilles Philippard de Foix, nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire. Alors, d'abord, pourquoi ce webinaire? Bon, il n'aura échappé à personne que nous traversons actuellement une période assez particulière, une période qui présente beaucoup de challenges, mais nous pensons aussi des opportunités. En tout cas, que ce soit des challenges ou des opportunités, une chose est sûre, c'est qu'il y a des changements. Donc, le but ici, c'est de voir avec vous quels sont ces changements, en particulier sur le marché espagnol, et comment s'adapter à ceci. Donc, on va essayer de décoder un petit peu tout ça avec vous. Alors, une chose, donc, attention, ce n'est qu'une introduction. On ne va pas pouvoir tout couvrir. Le webinaire va durer 1 heure environ. On n'a pas l'ambition de tout couvrir. En tout cas, on veut vous donner les pistes pour vous permettre au mieux de commencer ou de continuer à travailler sur le marché espagnol. Donc, je vais ici, dans cette petite introduction, vous parler un peu de la structure de ce webinaire. Donc, la durée sera environ d'1 heure. Après l'introduction que je suis en train de faire maintenant, la première partie qui sera présentée par mon collègue Gilles sera une mise en perspective générale de la situation. Qu'est-ce qu'on entend par mise en perspective? On va reprendre dans les grandes lignes ce qu'a été et ce qu'est toujours l'impact sanitaire sur l'Espagne, l'impact économique actuel et attendu pour la suite. Nous essayerons de voir quels sont les secteurs les plus impactés, voir aussi comment l'Espagne a planifié sa phase de reprise sur base aussi du plan d'aide de l'Union européenne. Une fois réalisée cette mise en perspective, je reprendrai la parole pour la deuxième partie. La deuxième partie sera consacrée à notre analyse de la situation, c'est-à-dire voir avec vous quels sont d'une part les challenges engendrés par ce qu'on appelle ici la nouvelle normalité. Ensuite, nous essayerons de voir quelles sont les opportunités qui ont pu surgir avec cette nouvelle normalité. Et ensuite, une troisième partie aussi, les invariants, parce qu'il est certain que la situation est différente. Ça ne veut pas dire non plus que tout est différent. Il y avait des règles à suivre pour aborder de manière efficace le marché espagnol. Ceci est toujours valable. Donc, nous essayerons de déterminer ce que j'ai appelé ces invariants et de voir aussi comment les adapter avec cette nouvelle normalité. Et nous ferons ça aussi en passant en revue les impacts particuliers sur certains secteurs. Donc, un ou deux points en pratique. Donc, ici, nous sommes dans le format webinaire. Donc, pour vos questions, je vous suggère de les passer dans le chat. Et nous allons les regrouper et y répondre à la fin dans la dernière partie de ce webinaire qui suivra la partie de conclusion pour laquelle aussi mon collègue Gilles reprendra la parole. Et donc aussi pour les questions que vous poserez, je vous demanderai de rester peut-être dans des questions d'ordre général. Vous êtes assez nombreux, beaucoup de secteurs très variés sont représentés, donc
Si vous avez des questions particulières, posez-les aussi, mais on ne répondra peut-être pas à tout ici. Et ce que nous vous suggérons, c'est de prendre un contact direct avec chacun d'entre vous après pour répondre aux questions spécifiques de votre secteur d'activité ou de votre projet spécifique sur l'Espagne. Donc voilà pour les grandes lignes. Donc avant de passer la parole à mon collègue Gilles, je voudrais d'abord remercier les personnes qui ont été impliqué dans la présentation de la préparation de ce séminaire, donc le secteur géographique à l'AWEC. C'est Caroline Morès que vous connaissez, qui suit ici aussi ce webinaire, les centres régionaux que vous connaissez aussi très bien. Et je voulais en profiter pour insister, la période est compliquée, mais plus que jamais, nous sommes là pour vous aider sur ce marché et sur d'autres. Donc, n'hésitez pas, contactez-nous, continuez à faire des démarches, on va vous aider au maximum, que ce soit le secteur géographique, les centres régionaux ou nous dans les postes. Et aussi, n'oubliez pas que chaque fois, vous pourrez consulter le site web de l'AWEX pour les dernières informations liées à la crise du Covid. Voilà, je termine ici avec cette introduction et je passe la parole à mon collègue Gilles Philippe Ardefroy. Merci Didier, bonjour à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bienvenue à ce webinaire dédié à l'Espagne. J'espère que vous m'entendez aussi bien que ce qu'on entendait mon collègue. Je vais donc dans un premier temps, comme il l'a dit, aborder l'impact du Covid sur l'économie espagnole, le plan de relance prévu par le gouvernement et les grands points de convergence avec nos écosystèmes wallons. Je vais, si vous me permettez, m'appuyer sur une présentation PowerPoint pour faire cela. Ce sera plus simple aussi bien pour vous que pour moi poursuivre, et je partage sans plus attendre mon PowerPoint. Voilà. Voilà. Donc, un rappel, vous êtes nombreux aujourd'hui, je ne sais pas si tous vous connaissez parfaitement donc, le marché espagnol, mais donc l'Espagne n'est pas un monolithe, c'est un pays qui est composé de 17 communautés autonomes qui ont chacune des cultures, des besoins et des ressources très différentes. Elles ont aussi des compétences qui leur sont propres en matière de gouvernance, aux côtés d'un gouvernement central de coalition à tendance socialiste. Aujourd'hui, l'Espagne compte 47 millions d'habitants et un PIB par habitant de l'ordre de 26 500 €, ce qui la place légèrement en deçà de la moyenne européenne. En termes d'exportation, l'Espagne représente notre 7e client au monde, le 6e en Europe, donc c'est un partenaire important. Voilà pour le cadre général. Maintenant, en termes d'impact Covid, bien vous le savez, l'Espagne a été fortement touchée par le Covid. C'était malheureusement souvent l'exemple cité comme étant le plus durement touché lors de la première vague. Il y en a eu 2, tout comme en Belgique d'ailleurs. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 42 000 morts au niveau sanitaire et surtout 3 mois de confinement très strict domiciliaire de mars à juin, qui a évidemment mis à l'arrêt de grands pans de l'économie espagnole. Et donc, ce qui a un impact évidemment sur l'économie, on va y revenir. Alors, le deuxième pic aujourd'hui semble avoir été atteint. Nous sommes fort heureusement avec des courbes et des chiffres qui descendent. Et donc, on réouvre progressivement l'économie, on réduit plutôt les restrictions à la mobilité au niveau sanitaire, mais nous sommes toujours dans une situation qui n'est pas normale. Donc, on ne peut pas aller partout, on ne peut pas ouvrir tous les commerces, on y reviendra, mais donc ça s'améliore. Alors, en termes d'économie, ces grands confinements, ces grands ralentissements économiques, donc le premier de mars à juin et le second qui a fait beaucoup de tort ici en octobre, ont fait que l'Espagne, donc la banque centrale, la banque espagnole, s'attend à ce que le PIB espagnol chute de 12% ici sur l'année 2020. Donc, au niveau européen, eh bien, c'est la pire prévision, là où la moyenne européenne, la zone euro, devrait baisser d'environ 7,4%. Alors, ça s'explique bien sûr par l'exposition de l'Espagne aux secteurs les plus touchés. Donc, son PIB est en grande partie constitué notamment du tourisme et de l'automobile, on va y revenir. Donc voilà, l'économie espagnole fortement touchée en 2020. Au niveau de l'emploi, l'Espagne se redressait de plus en plus et de mieux en mieux de la crise de 2008-2009. Eh bien voilà, le taux de chômage ici, les prévisions à nouveau de la Banque d'Espagne, on table sur 20% de taux de chômage ici en 2021, avec un taux évidemment beaucoup plus important aussi chez les jeunes. Donc l'emploi, la situation économique, il faut être réaliste, est assez mauvaise pour l'instant.
En termes de dette publique, aussi un grand indicateur qu'on utilise en économie, la dette publique s'est vue augmenter de 25 points cette année. Il a fallu prendre des mesures pour pallier aux effets de la crise sanitaire, et on a eu une réduction des revenus liés donc à l'activité économique. Donc la dette publique s'élèvera à 120% du PIB ici à la fin de l'année 2020. La dernière ligne, sans doute la plus importante pour vous, exportateurs wallons, 70% aujourd'hui, selon la Banque d'Espagne, des sociétés, quelle que soit leur taille, se trouvent dans une situation de déficit de liquidité, c'est-à-dire que d'ici la fin de l'année, elles auront besoin de nouveaux financements. Parmi celles-là, 20% des sociétés sont aujourd'hui en situation d'insolvabilité, donc de faillite virtuelle. Donc ça veut dire qu'aussi bien au niveau du B2B des sociétés que des consommateurs B2C, il y a une réduction du pouvoir d'achat en Espagne qui est assez forte et qui va impacter évidemment les potentielles exportations de notre région. Alors tout ça est transitoire, heureusement, l'économie récupère toujours. Et en termes de récupération économique, vous savez qu'on emploie souvent des lettres. On parle de V-shape, de U-shape. Ici, maintenant, avec du recul, les analystes sont tous plus ou moins convaincus qu'on parlera d'un K-shape. Alors K-shape, on a une réduction assez abrupte et assez rapide de l'économie. Ici, il y en a eu deux, puisqu'il y a maintenant deux vagues. Et d'ailleurs, au niveau du PIB, il y a eu un fort rebond en septembre, un rebond de 16%, mais qui est venu être coupé par cette deuxième vague d'octobre, fin septembre-octobre. Donc nous avons une récupération en K. K, pourquoi? Parce que nous aurons des secteurs qui, depuis le début, ont été moins impactés, qui vont récupérer plus vite, qui certains ont déjà récupéré. On pense notamment au numérique, home entertainment, soutien à l'e-commerce, etc. Le secteur de l'alimentation, du retail alimentaire, et bien évidemment la pharma-biotech. D'autres secteurs, eux, sont plus dans le besoin, se sont vus impactés dès le début de la crise et ne sont toujours pas réouverts entièrement, donc mettront plus de temps à récupérer. On pense évidemment au tourisme, qui représente 12,3% du PIB espagnol, 13% de l'emploi, donc c'est un secteur évidemment très important pour l'Espagne, ce qui explique aussi sa perte plus forte de PIB. Le tourisme a vu, par exemple, 80% de fréquentation en moins dans les aéroports espagnols sur les 10 premiers mois de l'année. L'Horeca et l'événementiel loisir qui commence tout doucement à réouvrir. Donc ici, depuis lundi, maintenant en Catalogne, je suppose que le reste du pays suit la même tendance. On a réouvert certaines salles de concert, mais avec des capacités d'accueil extrêmement réduites. Donc le secteur n'est plus à l'arrêt, mais est toujours fortement ralenti. En termes sectoriels, si on veut creuser un petit peu, on voit ici un graphique préparé par McKinsey qui date de mai. Donc on ne parle pas aujourd'hui de la deuxième vague, mais plutôt de la première. Je suis persuadé que les tendances restent les mêmes. Donc on a sur cet axe la perte de revenus et sur celui-ci, donc en abscisse, la récupération attendue pour cette économie. On retrouve bien évidemment le secteur du loisir, du transport et de l'Horeca qui était le plus fortement impacté et qui récupérera le plus lentement. De l'autre côté, l'alimentaire et la pharmacie, les produits biotech qui sont en fait le seul secteur de l'industrie productive espagnole qui afficheront un bilan positif dans cette année 2020. L'indice de production industrielle qui a baissé de 12% sur 10 premiers mois de l'année, avec notamment les secteurs les plus impactés, l'automobile, 26% de réduction de production, la confection, le textile et tout ce qui est chaussures. Pour le reste, eh bien, ce sont des secteurs qui ont plus ou moins bien résisté et qui mettront plus ou moins longtemps à récupérer. Alors, pour aider ces secteurs en difficulté et pour restructurer et dynamiser à long terme l'économie espagnole, le gouvernement espagnol a présenté en octobre son plan de récupération, transformation et résilience. Alors, ce plan se base sur les dispositifs prévus par l'Europe. Vous avez tous entendu parler de ce plan de récupération européen qui a été validé, je pense, en juillet et qui, au jour d'aujourd'hui, sauf si j'ai raté une dernière information, est bloqué dans sa phase d'implémentation par la Pologne et la Hongrie. Donc, ce plan espagnol se base sur les mécanismes européens. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je pense que c'est important de rappeler, de vous expliquer les grands mécanismes de ce plan européen. Vous avez entendu parler de cette enveloppe de 750 milliards d'euros Next Generation EU, mais d'où vient-elle? Comment va-t-elle être utilisée? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer ici en 2 minutes. Donc, le plan de récupération européen est doté d'un montant record de 1824 milliards d'euros. Il comprend 2 grandes rubriques. La rubrique habituelle, le budget multiannuel de l'Europe, donc environ 1000 milliards, à utiliser sur 6 ans et qui comprend 7 grandes thématiques. Alors on verra dans le plan espagnol que le plan espagnol se calque en fait sur ces grandes thématiques européennes. Et une enveloppe exceptionnelle de 750 milliards d'euros, spécifiquement accordée par les États
pour pallier à l'impact du Covid, qui comprend environ 50% de subsides donc non remboursables et 50% de financement de prêts, et qui comprend également deux mécanismes, alors ça paraît anodin au vu des montants, mais deux mécanismes tout de même différents en termes de libération des fonds et d'implémentation. Nous avons le corps du plan qui s'appelle Recovery and Resilience Facility, RRF, pour 672 milliards, donc un mix entre des prêts et des subsides, je le répète, et un volet REACT-EU de 47 milliards qui, lui, se veut dépensable à plus court terme et plus facile dans son implémentation. Alors, pardon, cette enveloppe va être distribuée aux États membres selon divers critères en deux temps. 70% qui sera promis avant 2022-2023, fin 2022, et les 30% restants qui feront l'objet d'une évaluation fin 2022 pour le reste des 6 années. Alors, l'Espagne, selon ses bases de calcul, s'est vu octroyer environ 140 milliards d'euros, vous avez sûrement vu passer ce chiffre dans la presse, de cette partie RRF du plan, 60 milliards en subsides, en transferts non remboursables, et 80 milliards, jusqu'à 80 milliards de prêts remboursables. De l'autre enveloppe REACT-EU, 12 milliards de transferts également à dépenser avant 2022. Donc, l'Espagne pouvait choisir la façon dont ils allaient dépenser ou utiliser cet argent. Ils ont décidé de d'abord commencer par la partie non remboursable, 72 milliards d'euros, qu'ils comptent dépenser avant 2023. Ils feront ensuite appel à la partie prêt pour le restant de ce programme de 6 ans de reconversion européenne. Donc nous avons 72 milliards d'euros à dépenser par l'Espagne. Il faut savoir que ce plan européen ne vise pas, contrairement à ce que certains secteurs comme le tourisme l'espéraient, à simplement financer le manque à gagner du Covid, mais plutôt à investir sur le long terme dans des mesures structurantes, notamment autour du numérique et de l'écologie, pour permettre à l'économie européenne d'être plus résiliente. Donc, ils vont essayer d'aller vite, ils ont mis en place des mécanismes pour aller plus vite à la libération d'argent, mais bien sûr, ça va prendre un certain temps. Donc, les plans des États membres sont soumis, ici l'Espagne a soumis son plan en octobre, il sera validé à partir de janvier, date du début officiel du plan européen, par la Commission européenne en 2 mois, et c'est seulement à partir d'avril que l'argent va commencer à arriver. Alors c'est déjà tard, puisque c'est maintenant qu'on a besoin de cash, et c'est ça aussi la difficulté des sociétés, on l'a vu, 70% d'entre elles ont besoin de financement. Eh bien, ce financement cash, cet argent se fait attendre. Donc l'Espagne, pour pallier à cette latence dans le plan européen, a déjà engagé à son budget 2020 27 milliards d'euros qu'il compte se faire rembourser par le plan européen quand il sera libéré. Alors, plan espagnol de relance qui se calque, comme j'ai dit, sur l'Europe, dans le sens où ils ont gardé ces 4 grands axes thématiques, donc la transition écologique, qui va représenter 37% donc des 72 milliards d'euros du plan espagnol, la transition numérique, 33% du budget, la cohésion territoriale et l'inclusivité, et on verra dans les exemples plus en avant que on a calqué ça sur le plan européen et l'Espagne a réussi ou plutôt s'est vu contrainte de caler dans cette thématique toute la problématique de la santé, de la biotech et de son agriculture et de son alimentation. Donc, il a fallu vraiment s'adapter au plan européen. Et l'égalité des genres. Alors, ces axes vont être transcrits en 10 principes directeurs des politiques de levier motrices. Je passe rapidement en revue, mais elles comprennent quasiment l'ensemble de l'économie espagnole. L'agenda urbain et rural, les infrastructures, la transition énergétique, une administration moderne, l'industrie et les services numérisés, la science et la santé, l'éducation, l'emploi, la culture et le sport et une fiscalité plus équitable. Donc, c'est un plan qui reste aujourd'hui très vague, ce sont des intentions qui devront être transposées en actionnables concrets, en projets. Et donc, il y aura là une co-gouvernance entre le gouvernement central de coalition et les communautés autonomes qui feront alors appel à projets auprès des partenaires de la société civile, des grands donneurs d'ordre, des sociétés, des ONG et autres. Et c'est vous, exportateurs wallons, vers, j'imagine, ces sociétés qui se verront octroyer les fonds européens qu'il faudra s'adresser pour proposer vos services et vos produits en sous-traitance. Donc, quelques exemples rapidement, on va les détailler maintenant, pas tous, mais certains. Donc, au niveau de la transition écologique, la mobilité électrique, la mobilité durable, gros point d'intérêt de l'Europe et donc de l'Espagne, transition énergétique, gestion hydrique et restauration des côtes, la rénovation des bâtiments et l'efficience énergétique. Au niveau numérique, la 5G, la numérisation des PME, l'industrie 4.0, les administrations et une formation de la population. Pour le reste, égalité des sexes, cohésion territoriale, tout ça est important, mais bien sûr, dans ce plan, tout ne va pas
intéresser notre écosystème wallon. C'est pour ça que nous avons essayé, en fonction des grands secteurs gagnants et perdants du Covid et en fonction de ce plan espagnol, d'en tirer les grands points de convergence avec notre écosystème wallon. Alors, on a fait une sélection, on pouvait les présenter de multiples façons. Nous avons décidé de présenter ces points de convergence en gardant la thématique des 4 grands axes, donc plus particulièrement 3 d'entre eux, puisque l'égalité des genres importante, mais je n'ai pas vraiment vu de lien avec nos exportations, en tout cas directes wallonnes. Donc, je vais maintenant détailler avec vous, d'un point de vue macroéconomique, hein, donc on reste ici, comme l'a dit Didier, dans une conception assez généraliste. Chacun des points pourrait faire l'objet d'un séminaire à part entière. Il faut savoir que nous avons, dans la conception de ce webinaire, récolté beaucoup d'informations sur chacun des points que je vais aborder rapidement ici. Donc, je vous invite à nous contacter sur base individuelle si vous voulez creuser, si vous voulez davantage d'informations marché sur ces différents points. Alors, transition écologique. Donc, le plan espagnol veut s'adresser particulièrement aux thématiques de l'énergie, des écosystèmes urbains et côtiers et à la mobilité. En termes d'énergie, il faut savoir que l'Espagne est particulièrement dépendante de ses importations pour le niveau énergétique, puisque 80% de l'énergie est importée en Espagne. Alors, ils ont mis au point une Estrategia Nacional de Autoconsumo pour pallier, ou plutôt changer cette dépendance pour avoir une politique d'autosuffisance avec 6,4 milliards prévus au plan pour cette thématique. Alors concrètement, qu'est-ce que ça implique? Ça implique un déploiement massif d'énergie renouvelable, notamment l'éolien offshore, notamment le solaire, et une filière d'hydrogène renouvelable qu'ils veulent développer. En parallèle à cela, pour intégrer cette énergie renouvelable au réseau existant, il faudra évidemment des dispositifs, des solutions, des équipements liés au réseau intelligent. Alors les villes durables, le Covid a plombé les finances publiques, c'est clair, mais les villes ont confirmé, c'est le cas de Barcelone, c'est le cas d'autres, leur volonté de mettre de l'argent et d'implémenter des Green New Deal. Donc ça ne change pas l'équation, au contraire, ça la renforce. Et notamment en termes de rénovation des bâtiments, il faut savoir que les 25 millions d'appartements aujourd'hui existants en Espagne, seulement 5 millions d'entre eux sont conformes aux normes A, B, C, donc d'efficience énergétique, donc il y a un gros travail. Le gouvernement espagnol souhaite s'engager à rénover 500 000 habitations sur 3 ans, donc c'est 20 fois plus vite que le rythme actuel. En termes de Smart Cities, on vient d'avoir un salon dans ce domaine de manière virtuelle. Il y a un effort que les villes souhaitent déployer pour l'acquisition de technologies Smart Cities et pour l'efficacité énergétique, donc de manière générale, de ces villes. Alors, gestion hydrique et écosystème résilient, le tourisme, un pan important de l'économie espagnole, mais qui a un impact majeur sur les espaces côtiers. Donc, 2,35 milliards d'euros sont prévus au budget 2021 pour la restauration des habitats côtiers et des écosystèmes endommagés, avec notamment une gestion intégrale de l'eau et donc l'implémentation de dispositifs d'épuration des eaux, surtout en milieu côtier. Transition écologique toujours, l'automobile, c'est un des 3 principaux pôles industriels espagnols, deuxième fabricant européen, 9% de l'emploi, et c'est un secteur, comme je l'ai dit en introduction, qui a été fortement touché en Espagne. D'une manière générale, l'Europe va mettre 64 milliards d'euros dans le soutien à la mobilité durable, à l'automobile. L'Espagne, quant à elle, va mettre 3,75 milliards de dollars à un plan dédié à l'automotion, l'automobile, et de manière plus large, 10 milliards pour soutenir la mobilité. Alors, il y a déjà eu des impacts importants, notamment en Catalogne, fermeture de l'usine Nissan, les Tier 1 Saint-Gobain, Bosch, TI Connectivity. Donc, il faut vraiment aider ce secteur. Et comment est-ce qu'on va les aider? Donc, le plan européen ou le plan espagnol vise à combler les pertes du Covid, stimuler la demande de nouveaux véhicules, les immatriculations ont fortement chuté, et insister sur une transition stratégique qui se veut liée à l'électrification et la connectivité des véhicules. Donc l'Espagne veut devenir un acteur majeur de ces thématiques, avec un certain frein, puisqu'ils dépendent des centres de décision internationaux. Mais nous avons déjà des projets qui ont été déposés. On voit ici SEAT Iberdrola Telefonica, qui propose de faire une alliance, chacun avec ses compétences automobile, électrique et IT. Et l'usine PSA de Saragosse, qui a déjà déposé un plan de plusieurs centaines de millions d'euros pour la convertir à la production de véhicules électriques dès 2025. Donc, il y a déjà des projets concrets déposés. Et je vous invite à suivre ces grands donneurs d'ordre, si vous voulez suivre, et nous le ferons aussi, bien sûr, les évolutions et sur quels projets venir se greffer. Infrastructure, 11,5 milliards d'euros au budget espagnol 2021, donc c'est le double de 2020, grâce à 41% de fonds à charge du plan européen,
avec, important pour nos Wallons, 4,7 milliards dédiés au ferroviaire. L'Espagne est un des pays européens qui a le moins de fret ferroviaire, donc la part la plus faible en fret ferroviaire. Ils veulent changer ça, améliorer. Donc, un investissement sera consenti dans ce domaine. Donc, on parlait de la phase de concrétisation du plan. Il y a déjà donc, les associations sectorielles à suivre ici sont CEOPAN, la construction, Techniberia au niveau de l'engineering, emmenés par des grands donneurs d'ordre, Sener, ISA et TIPSA, qui ont tous déposé de vastes plans, d'ambitieux plans dans ces thématiques stratégiques. Endesa, l'électricien, a quant à elle également déposé 110 projets visant à l'obtention de 16 milliards d'euros d'aide européenne. Transition numérique. Alors, elle vise l'infrastructure technologique, la formation et la numérisation du tissu économique. En termes d'infrastructure, l'Espagne veut dédier 4 milliards d'euros à la connectivité de sa population, donc une couverture complète à basse vitesse, mais enfin complète, un accès à Internet pour tout le monde, un déploiement massif de la 5G pour permettre l'industrie 4.0, l'automobile connectée, et une augmentation de la cybersécurité pour une économie des données. 4,6 milliards d'euros seront consacrés à la transition numérique dans des projets moteurs, donc, en particulier donc, dans 7 pans de l'économie, l'agroalimentaire, la mobilité, le tourisme, la santé, le commerce, l'industrie et les administrations. On pense ici assez facilement et rapidement à tout l'écosystème IoT qui aura évidemment des choses à proposer dans toutes ces thématiques. Digitalisation des PME, 1,15 milliard. Ici, on pense plus particulièrement, donc le plan espagnol vise à offrir aux PME une contribution de l'ordre de 25%, c'est l'objectif de l'e-commerce dans leur chiffre d'affaires, dans leurs ventes. Et donc, on a clairement vu ici, la pandémie a accéléré, comme partout dans le monde, l'e-commerce. Moi, je fais mes courses par Internet au niveau alimentaire. Bien, les délais de livraison se sont vus allongés. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire en Espagne, mais il y a une accélération du processus. Pour votre information, les 3 grands acteurs aujourd'hui sont Amazon, El Corte Inglés, qui a fait de gros investissements au niveau logistique e-commerce, et Carrefour. Hub audiovisuel, 200 millions d'euros dédiés à un renforcement de l'offre de production audiovisuelle en Espagne et au secteur du gaming, qui verra ses ventes augmenter de 20% en Espagne en cette année de pandémie. Alors, cohésion et inclusivité, j'en terminerai par là pour ce panorama macroéconomique. Alors, c'est un peu paradoxal ou étonnant de voir l'agroalimentaire et la biotech pharma dans cette thématique cohésion-inclusivité, mais voilà, c'est encore une fois une preuve que le plan européen, il est ce qu'il est avec ses grandes thématiques et que les plans nationaux doivent se calquer sur ces thématiques. Donc, l'Espagne, c'est dans ce sujet, dans cette section qu'ils ont placé 2 plans très importants de leur économie, l'agroalimentaire, qui s'est vu impacté à plusieurs niveaux pendant la pandémie. Donc, il y a d'abord eu une grosse pression de la demande. Beaucoup de gens se sont rués, vous vous souvenez, sur les supermarchés. Donc, ça a montré en fait à ces grands supermarchés qu'il fallait revoir la logistique. Mercadona vient d'ailleurs de prévoir d'annoncer un plan de 1 000 milliards d'euros pour le renforcement de ces centres logistiques à destination des magasins, mais aussi la création d'une filière logistique destinée à l'e-commerce. Donc, le plan espagnol vise la transformation et la numérisation de la chaîne logistique du secteur, puisqu'également la demande des clients a évolué vers des circuits courts et une demande de plus de produits qu'on appelle donc de la ferme à l'assiette. Et je vous invite d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui quelqu'un de la Chambre de commerce d'Espagne en Belgique nous écoute. Ils auront un séminaire le 3 décembre dédié justement à la transformation de ce monde agroalimentaire et l'impact qu'a cette nouvelle tendance de la granja à la mesa sur l'organisation de ce pan de l'économie. Alors, le secteur a montré beaucoup de résilience, ils ont réussi à donner à manger à tout le monde, mais en même temps, aujourd'hui, ils se font toujours face à une pression du tourisme, de l'horeca et à la diminution du pouvoir d'achat. Ce qui fait qu'en fait, que si l'alimentation s'est bien comportée, ce n'est pas vrai pour chacun des produits qui la composent. Donc, certains secteurs, selon leur exposition à l'horeca notamment, ont été plus ou moins impactés, et mon collègue Didier y reviendra. C'est le cas notamment du secteur de la bière, qui vous occupe aujourd'hui beaucoup, puisque beaucoup d'entre vous sont dans ce secteur aujourd'hui. Biotech Pharma, un autre volet, évidemment, où il y a beaucoup de convergence avec notre écosystème wallon. 12 milliards d'euros sont prévus dans le plan pour le renforcement du système national de santé et pour un grand pacte de science et d'innovation visant à soutenir l'investissement en recherche et développement dans le secteur de biotech et de la pharma. Alors, plus particulièrement, on pense à la télémédecine, donc la numérisation de l'accueil primaire de soins de santé pour augmenter la capacité, et la robotisation de certains services, notamment de nettoyage, par exemple, en milieu hospitalier. Alors, en termes de pharma, donc le pharma se porte bien, c'est le seul secteur bénéficiaire cette année, je l'ai dit.
beaucoup de similitudes avec la région wallonne, puisque l'Espagne est un pays d'études cliniques également. Et en termes de biotech, immuno-oncologie, biomédecine, des synergies avec la Wallonie et déjà des partenariats assez avancés entre, par exemple, BioWin et Biocat, dont je vous invite à profiter pour vos opportunités en termes d'exportation. Donc voilà pour un rapide passage en revue des grands potentiels, des grandes convergences macroéconomiques entre nos écosystèmes. Maintenant, je vais repasser la parole à mon collègue Didier, qui va vous présenter de manière concrète le marché espagnol en 2021, ses opportunités et la façon de l'aborder. Didier, je te cède la parole. Oui, alors voilà, je vais partager l'écran. Vous voyez ma présentation PowerPoint là, je pense. Non, attendez. Voilà, maintenant on devrait la voir. Voilà, donc merci Gilles pour cette présentation. Donc, comme nous l'avions dit au début, nous avons parcouru ici les aspects macroéconomiques et l'analyse de toutes les informations disponibles à propos du marché espagnol. Donc, ici, pour cette seconde partie, je vais essayer de passer dans une analyse qui est peut-être une analyse un peu plus de ressenti. Donc, nous sommes présents ici sur le marché espagnol, nous parlons avec beaucoup d'opérateurs. Donc, essayons de voir ce qu'il y a derrière tous ces chiffres et quelle est la situation et de là les challenges et les opportunités. Donc évidemment avec toutes les précautions d'usage sur le fait que tout ça sont des ressentis personnels qui peuvent parfois être différents pour certains ou aussi être différents en fonction de l'évolution future de la situation qui est évidemment très difficile à prévoir. Donc, au niveau des challenges, donc, je l'ai dit, challenge, opportunités et les invariants. Au niveau des challenges, Gilles l'a cité, le plus grand challenge est la baisse du pouvoir d'achat et les soucis de cash flow. Donc, que ce soit pour le B2C ou pour le B2B, le problème principal, beaucoup de personnes ou sont dans une situation qui s'est précarisée, ou n'ont pas de vue claire sur l'avenir. Et évidemment, ça va être un souci notamment par la levée des RT. Donc, les RT, c'est le principe de chômage temporaire qui a été mis en place dans le souci de pallier aux pertes de revenus abruptes dans la situation du Covid. Ça a été prolongé plusieurs fois, mais à un moment, il faudra les cesser. Donc là, il n'est pas clair si quelle sera la situation sur le pouvoir d'achat à ce moment-là. Et le problème du cash flow pour les entreprises, il y a des outils qui ont été mis en place qui doivent leur permettre de soulager ce problème de cash flow, mais il faut voir dans la pratique à quel moment ils ont cet argent sur le compte de l'entreprise, et c'est ça qui représente le challenge le plus important. Le deuxième challenge, qui est en fait une analyse de la situation, c'est la consommation de produits locaux. Évidemment, pour ceux qui exportent des produits wallons sur le marché espagnol, c'est très important de le comprendre, et je crois que ce n'est pas limité au marché espagnol. On voit ça aussi en Belgique, je pense. Il y a la volonté du circuit court, et puis
il y a une volonté de solidarité. Je ne veux pas parler de protectionnisme parce que ce n'est pas dans cet ordre d'idées, mais c'est une solidarité, la volonté de soutenir le petit commerçant, de soutenir le producteur local, de soutenir celui qui est à côté de chez nous, car nous savons que toutes les sociétés et les indépendants rencontrent des problèmes. Donc ça, je pense que c'est un facteur énorme. Il y a eu des études sur le sujet. Plus de 65% des personnes interrogées ont déclaré qu'ils allaient privilégier de manière plus claire les produits locaux pour différentes raisons, pour la raison que j'ai évoquée de solidarité, d'autres aussi pour des raisons plus psychologiques, de nécessité de sentir la proximité du produit. On parlait même de rappel le produit de l'enfance, etc. Ce sont des facteurs importants. Donc, les produits espagnols auront certainement la primauté dans les mois et peut-être les années qui viennent. Une autre chose, on l'a évoqué, l'Espagne est un grand marché touristique, le deuxième marché touristique mondial, 82 millions de touristes qui viennent chaque année. Pour le moment, une chute de près de 80% du nombre de touristes, donc ça fait beaucoup de consommateurs, notamment de consommateurs de produits plus luxueux qui ne sont pas là pour l'instant. Donc quand est-ce qu'ils vont revenir? Ça, l'avenir nous le dira. Pensez aussi au nombre de personnes qui ont des résidences secondaires ici, n'ont pas pu se rendre dans ces résidences secondaires. Les Allemands, Anglais, beaucoup de Belges aussi, et en général des consommateurs de produits de luxe. Donc, si vous travaillez dans ce secteur, cette frange de consommateurs potentiels a disparu pour le moment. On espère que le retour sera pour bientôt, mais ce n'est pas clair. Et j'ai mis aussi ici entre parenthèses sud-américains parce que vous avez beaucoup d'expatriés de Colombie, du Venezuela qui sont notamment à Madrid. Et là aussi, dans le secteur du luxe, ce sont des grands consommateurs et il y en a moins qui ont pu se rendre en Espagne qu'avant. Donc, ça aussi à tenir en compte si vous êtes dans le domaine du luxe ou si vous vous adressez à ces consommateurs. Aussi, le contexte politique. Nous sommes dans un gouvernement de coalition. L'Espagne n'a pas l'habitude des gouvernements de coalition. Et puis, la situation a tendu fortement le contexte politique parce que vous avez aussi des gouvernements régionaux qui ont une autre tendance politique que le gouvernement central. Il y a une bagarre pour les compétences, sur les mesures qui devront être prises. Donc, ce n'est pas simple et si ça n'a pas une conséquences directes sur votre approche du marché, il faut quand même savoir qu'il pourrait y avoir des remous politiques dans les mois qui viennent. Bon, les nouvelles opportunités. On l'a dit, le marché est fort impacté par la crise du Covid. Ce sera un des marchés qui seront le plus impactés. Donc, on ne va pas mentir, à mon avis, il y aura plus de challenges que d'opportunités, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'opportunités. Et la première chose que je crois qu'il faut citer, c'est l'après, le juste après. Qu'est-ce qui se passera quand la situation se sera rétablie? Je pense qu'il y aura vraiment un grand boom post-Covid. Il y a une volonté et un besoin de beaucoup de personnes de se faire plaisir. Donc, je pense qu'il y aura une surconsommation durant des mois, que ce soit de produits de luxe, de choses pour le bien-être. Il y aura certainement, l'Horeca va connaître certainement un grand boom. Il y aura le tourisme aussi. Donc, je crois que ces mois-là vont être particulièrement importants. On va avoir un Black Friday de plusieurs mois. Et d'ailleurs, je dis Black Friday parce qu'on le voit, même si la situation ne s'est pas encore rétablie pour le moment, on a vu ici les derniers jours, beaucoup de gens commencent à sortir. Il y a eu beaucoup de consommation sur les derniers jours. Il y a vraiment une volonté ici de passer à autre chose. Et je crois que c'est aussi fort en ligne avec la mentalité espagnole. Je crois que le jour où la situation va se stabiliser, il y aura énormément de consommation et donc d'opportunités pour ceux qui sont dans les secteurs où les produits pourraient rentrer dans ce boom post-Covid. Le télétravail, je pense que c'est une opportunité pratique. Avant, quand vous vouliez
travailler sur le marché espagnol, il fallait absolument se déplacer parce qu'il y avait une utilisation faible, même les emails résolvaient peu de choses. Maintenant, évidemment, en quelques mois, les habitudes ont drastiquement changé. Et ça veut dire que peut-être ça va faciliter aussi votre travail sur la prospection du marché espagnol. Vous pouvez vraiment lancer des vidéoconférences et vous pouvez travailler par email beaucoup plus que ce ne l'était avant. Et je pense que là, dans la gestion de votre temps et de répartition sur les différents marchés de votre agenda, ça va être quelque chose qui va vous aider sur un marché qui n'était pas du tout habitué à ce genre de choses. Dans les opportunités, je citerai aussi quelque chose qui est plus, c'est vrai macroéconomique, mais la réindustrialisation européenne. Je pense que la situation du Covid a aussi mis en exergue des faiblesses et une trop grosse dépendance à d'autres marchés, notamment les marchés asiatiques, et qu'il y aurait une volonté globale au niveau européen d'aller vers une réindustrialisation et une production plus locale. Et je pense que cette phase se fera dans une logique de coopération. Donc je crois qu'il y aura beaucoup pour vous, exportateurs, une possibilité de nouer des contacts, des partenariats avec des sociétés pour aborder ensemble des marchés. Et je crois qu'il faut aborder le marché aussi dans cette idée d'une collaboration peut-être accrue, une coopération accrue. Parce que, voilà, de manière générale, beaucoup de changements, et les changements, sans optimisme BA, mais les changements vont apporter des opportunités. Et c'était peut-être aussi une société, un marché où les changements pouvaient être assez lents. Ici, on va avoir un boost énorme sur les changements, et je suis certain qu'il y aura des opportunités qui seront à analyser secteur par secteur. Donc, pour reprendre, et de nouveau sans repartir dans une analyse comme a pu le faire Gilles sur des facteurs plus macroéconomiques, mais sur donc le perçu dans certains secteurs. Biotech Pharma, c'est clair, c'est le secteur qui est évident. Et je pense qu'il y aura énormément de choses à faire parce que d'abord, il y a des budgets qui se sont dégagés, et puis il y a une grande prise de conscience. L'Espagne avait tendance à se complaire et citer souvent la qualité des soins de santé. La réalité a été que ça n'a pas été aussi évident. Il y a une mise en exergue du sous-investissement. 6% environ du PIB espagnol était investi dans les soins de santé. Ce n'est pas assez. La moyenne européenne est plutôt, j'ai mis ici 9%, mais c'est entre 7 et 9%. Et donc, il va falloir investir. Il va falloir investir, et je pense qu'il faudra mettre de l'argent et aussi investir en technologie. Il faudra que ce soit en quantité et en qualité. Donc, je crois que là, énormément de potentiel. Et c'est d'ailleurs un secteur qu'à notre niveau, nous allons promouvoir. Ce ne sera pas le seul, mais nous allons utiliser ça comme fer de lance parce que le secteur pharma et les biotech sont un de nos secteurs phares, et nous allons utiliser ça pour promouvoir l'image globale aussi de notre région auprès du public espagnol. Le secteur de l'agroalimentaire, donc je pense que là, il y aura du plus et du moins. On peut prendre l'exemple du secteur de la bière, parce que je pense ici beaucoup de sociétés qui suivent sont dans le secteur de la bière, et Gilles et son équipe ont fait des tests clairs auprès d'importateurs pour leur demander, pour connaître leur perception sur ce qui allait se passer dans les prochains mois. Ce ne sera pas facile. Bon, ce ne sera pas facile parce que, d'une part, donc, il y a cette volonté d'être sur des produits qui sont déjà sur le marché, des produits connus, mais aussi la difficulté pour lancer de nouveaux produits, c'est qu'il n'y a pas de budget marketing qui vont être disponibles. Donc, faire connaître une nouvelle marque alors que le cash flow est tendu, ça ne va évidemment pas être quelque chose de simple, d'autant qu'ils vont devoir d'abord écouler les stocks existants, vu le frein qu'il y a eu sur le secteur HoReCa et le secteur du tourisme.
Donc, pas simple, mais quand même des opportunités. Et à ce titre, un importateur a dit que lui, dans le bio, il était quand même à la recherche de certains produits et qu'il était d'accord d'introduire de nouvelles bières. Donc, je crois qu'il faudra tester. Ce ne sera pas simple, mais il y aura peut-être moyen de faire rentrer des produits. Je prends ici, j'ai noté l'exemple du chocolat parce que récemment, nous avons travaillé sur un dossier dans le domaine du chocolat avec le Corte Inglés pour essayer de rentrer un nouveau produit. Et je pense que dans une situation classique, c'est exactement le produit dont ils auraient eu besoin et qu'ils auraient passé rapidement. Et ici, si on a reconnu les qualités et le fait qu'effectivement c'était un produit qui rentrait tout à fait dans la gamme qui pouvait être attendu, ce n'était pas le moment de rajouter un produit dans la gamme. Donc voilà, c'est certain qu'il y aura des difficultés à rentrer des nouveaux produits, mais si on est sur la bonne vague, que ce soit bio ou autre, et dans la bonne gamme de prix, nous ferons tout ce qu'il faut pour aider à rentrer sur ces marchés quand même. L'environnement, donc on l'a dit, dans les plans européens, ça prend une place énorme. Et donc, je pense que là, il y aura aussi une grande demande, je dirais, à moyen terme, parce qu'on est sur un terme de plusieurs années, mais il y aura des fonds disponibles et il y aura une volonté de travailler sur ce secteur. Un secteur qui n'a pas connu la crise, c'est celui du bricolage, de l'aménagement de maisons. Plusieurs sociétés nous l'ont dit, ils sont complètement submergés de demandes. Les Espagnols qui avaient l'habitude de passer énormément de temps hors de chez eux, ont passé par la force des choses et continuent à passer beaucoup de temps dans leur maison et ont entrepris beaucoup de travaux de rénovation, de bricolage. Donc, si vous êtes dans ces secteurs, c'est un secteur qui fonctionne très bien et vous aurez certainement des opportunités pour passer des nouveaux produits et des produits de qualité. Le numérique digital, l'Espagne était un pays à la traîne dans le numérique. Maintenant, la demande est énorme. Une demande aussi parce que ça rentre dans le cadre du projet européen et des fonds qui sont disponibles, mais aussi certainement une demande pragmatique. Le travail à distance était pratiquement inexistant. Maintenant, il est devenu la norme pour beaucoup et ça va rester. La vente, le online shopping était quelque chose qui se faisait très peu. Le boom a été énorme. Gilles en a parlé. Ça va continuer. Donc, ça demande beaucoup d'expertise qui n'existe pas. Donc, si vous avez de l'expertise à amener, si vous avez des logiciels, des solutions, la demande va être énorme parce qu'il y a un manque clair. Bon, si vos ventes, quels que soient les produits, mais si vous vous adressez au secteur HoReCa, touristique, événementiel, effectivement, ce n'est pas le secteur qui va connaître qui va être le plus facile dans les mois qui viennent. Donc voilà, donc, comme on l'a dit au début, ici on essaie de vous donner la situation réelle. Parfois il y a des choses, on voudrait être plus positif, mais on essaie d'être vraiment le plus clair possible avec vous sur ce qu'on ressent ici. Donc moi je pense que ce sera plus simple en B2B qu'en B2C dans les mois qui viennent, et certainement à cause de la crainte et de la perte de pouvoir d'achat et du repli sur les produits locaux. Qu'il y a une analyse qui sera nécessaire par secteur. Et donc là, on est là pour vous guider. Je pense qu'on pourra trouver des opportunités. Il faudra aller très finement. Donc, contactez-nous, parlez avec nous et on essaiera de trouver les contacts et les solutions pour vous. Et attention au prix et au cash flow des entreprises. Il y aura certainement des demandes de vraiment réduire les marges au maximum et de vendre au prix le plus intéressant. Donc, préparez-vous à ça et assurez-vous que la société cliente a le cash flow et les reins solides pour pouvoir continuer à vous acheter. Alors, les invariants, parce que je voulais aussi en parler. Bon, c'est certain que le Covid a changé les choses, mais il n'a pas non plus tout changé. Il y a des choses qui étaient vraies avant, qui le sont toujours maintenant. Et puis, on va voir comment s'adapter dans la nouvelle situation pour
continuer à répondre à ces points qui n'ont pas changé. Et c'est l'importance du contact personnel. On le disait à chaque fois qu'on faisait une présentation sur le marché espagnol. En Espagne, vous devez absolument nouer une relation avec la personne avec qui vous voulez faire un deal. Ici, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, mais parce que pour le moment, les déplacements sont difficiles, mais ça reste vrai. Pour pouvoir vendre ici, il faudra trouver une manière de maintenir un contact personnel. Alors là, je m'adresse aussi à ceux qui travaillent déjà sur le marché espagnol et qui peut-être ont déjà des contacts ici. Je dirais, restez bien en contact avec vos interlocuteurs, envoyez un petit email de temps en temps pour demander comment ils vont, comment est la situation, ce qu'on pourrait faire, même si ça ne donnera pas un résultat à court terme. Je crois que c'est très, très, très important de maintenir ça et je pense que quand la situation s'améliorera, ils se souviendront que vous étiez là et que vous étiez resté en contact quand les choses allaient moins bien. Une autre chose qui reste vraie aussi, c'est la connaissance de la langue. L'Espagne est majoritairement unilingue. Donc, il y a eu encore une étude récemment sur la connaissance de l'anglais dans les différents pays de l'OCDE. Et si on comparait les pays européens, l'Espagne arrivait pratiquement en dernière position sur la connaissance de l'anglais. Et donc, il faut parler espagnol pour vendre en Espagne. C'est aussi quelque chose qu'on disait souvent et on continue à le dire. Évidemment, maintenant que les contacts se font par email et peut-être par vidéoconférence, c'est peut-être encore plus important parce qu'encore plus difficile de se faire comprendre si on ne maîtrise pas la langue. Donc, engagez quelqu'un qui parle l'espagnol si vous ne l'avez pas dans vos équipes. Il y a aussi le programme Explore où vous pouvez avoir des personnes qui parlent espagnol, mais la connaissance de la langue reste très importante pour pouvoir faire des affaires ici. Approchez par région, donc le marché espagnol n'est pas uniforme. On le sait quand c'est des cas où il y a une revendication politique, peut-être comme ça peut l'être pour la Catalogne ou pour le Pays Basque, par exemple. Mais au-delà de ça, l'Espagne est composée de 17 communautés autonomes. Chaque communauté autonome possède sa législation en termes de santé, en termes d'éducation et dans d'autres secteurs, mais aussi ses usages commerciaux. On ne peut pas travailler de la même façon sur la Galice ou sur l'Andalousie. Les mentalités sont différentes, les façons de travailler sont différentes. Il faut absolument segmenter et aborder le marché en pensant communauté autonome ou bloc de communautés autonomes. Et aussi les zones touristiques, 82 millions de touristes, surtout concentrés évidemment sur les côtes. C'est un marché à part entière. Donc là, les règles sont différentes, les produits consommés sont différents, la langue de travail est différente et je conseille toujours de considérer les zones touristiques comme un segment à part entière dans le marché espagnol et de penser à ce segment d'une façon tout à fait différente. Dernière invariance, c'était déjà un marché orienté prix, donc les prix devaient être bas et on l'a dit, ce sera certainement encore plus le cas dans l'avenir. Donc voilà, c'est brossé de manière large, je l'ai dit, en essayant de donner le ressenti. Et donc, cette idée principale, ce ne sera pas simple, ce sera un marché qui sera impacté, mais il y a des opportunités, il y a des choses à faire en choisissant bien les secteurs et surtout, on est là pour vous y aider. Donc là, je vais repasser la parole à Gilles. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On y répondra par la suite ou alors, comme on l'a dit, directement en contact avec vous. Mais continuez à vous intéresser au marché espagnol. Il y aura des opportunités, il y aura des choses à faire et on les fera ensemble. C'est notre message. Merci pour votre attention. Gilles, je te repasse la parole. Merci Didier. Alors, l'heure avance, hein, avant de répondre à vos questions, quelques minutes pour conclure. Donc, on l'a vu, soyons réalistes, la situation économique en Espagne est compliquée, mais des opportunités, il y en a. Et je les classerai en deux catégories. Les opportunités court terme liées à la résilience de certains secteurs et les opportunités plus long terme
qui seront induites, provoquées par le plan de relance plus structurel que nous avons présenté. Alors, Didier, mon collègue Didier, vous a donné quelques pistes, quelques astuces, quelques conseils pour aborder ces opportunités ici en 2021. Moi, je vous rappellerai simplement que, voilà, comme il l'a fait d'ailleurs, nous sommes là pour vous aider. Et peut-être qu'aujourd'hui, tout le monde ne connaît pas l'offre de services que l'on propose dans le réseau à l'étranger. Donc, nous pouvons vous aider à creuser l'infomarché des différents points que nous avons abordés aujourd'hui. Nous pouvons vous aider à constituer des listes de distributeurs, de clients potentiels. Et au-delà de ces listes, vraiment vous aider aussi à construire des rendez-vous, des programmes de rendez-vous sur mesure, qu'ils soient virtuels aujourd'hui ou présentiels quand ça ira mieux. Nous pouvons aussi vous introduire, on n'a pas parlé aujourd'hui d'opportunités, ça fait un peu vautour comme ça, mais il y aura, de par la situation économique des sociétés espagnoles, il y aura de grosses opportunités en termes de M&A, de rachat et acquisition. Il faut les prendre en compte. Donc là, on peut vous introduire auprès de partenaires locaux qui vous aideront dans votre prospection commerciale et aussi dans ce genre d'opérations plus particulières. Donc tout ça, c'est l'accompagnement individuel. Et puis nous avons, vous le savez, pour ceux qui ont déjà participé, un programme d'action collectif que nous menons avec la WEX chaque année en Espagne et ailleurs dans le monde. Et je voulais simplement conclure par ceci en vous montrant, voilà, en vous montrant le programme d'action qui a été revu, fil de 2020, beaucoup d'actions ont été reportées. Et voici aujourd'hui le programme d'action que l'on compte implémenter avec la WEX au niveau collectif en 2021 en Espagne. Alors, rapidement, dans le secteur alimentaire, ça fera en mai 3 ans que le secteur de l'alimentation ne se sera plus regroupé en Espagne. Nous serons présents à la WEX, avec une collectivité d'entreprises sur le salon Alimentaria, ce sera du 17 au 20 mai. Dans le secteur de la biotech pharma, nous commencerons dès le mois de mars ici avec une version virtuelle. Il faut pas, on peut être optimiste, mais il est clair qu'en mars, la situation sera peut-être en voie d'amélioration, mais peut-être pas encore propice à l'organisation de grands salons présentiels. Donc le Bio Europe Spring, qui devait se tenir à Barcelone, nous y serons présents avec une formule que nous mettons pour l'instant, que nous préparons avec les collègues à Bruxelles, de façon virtuelle. Au niveau du pharma, des compléments alimentaires et autres, la parapharmacie, Madrid accueillera en présentiel jusqu'à présent. C'est confirmé en présentiel pour l'instant du 23 au 24 mars au salon InPharma. La WEX y sera présent avec un stand de prospection. Et je ne l'ai pas mentionné parce que ce n'est toujours pas confirmé, mais nous travaillons avec les partenaires BioWin, BioCat, Catalogne et BioFlanders ou Flanders Bio à la mise en place d'un programme d'aide à l'investissement dans les startups et les scale-up biotech avec donc des VC de Catalogne, de différentes régions qui seraient impliquées. Et ce serait prévu pour l'été. Alors, dans le secteur numérique, le Mobile World Congress, qui avait été, vous vous en souvenez, le premier gros événement à être annulé en Europe en raison de la pandémie au mois de février-mars, c'était en mars de cette année, il est actuellement reprogrammé du 28 juin au 1er juillet. Nous y serons avec un pavillon belge d'entreprise. Ici, une action, ça fait 2 ans qu'on a essayé de la mettre en place. Elle a été reportée pour diverses raisons avec les clusters Mecatech et Tweed et leur pendant basque AFM et Energia. Nous souhaiterions mener une mission économique dédiée à l'industrie 4.0 aux Pays-Bas, rencontrer des donneurs d'ordre, des centres de recherche et participer au salon Be Digital de Bilbao qui se tiendra du 1er au 3 juin avec, donc, sous l'égide du hub Digital Wallonia Barcelona. Digital Wallonia Barcelona toujours. Première participation au salon IoT qui se tiendra, qui a été aussi reporté 2 fois et qui maintenant reprend ses dates classiques du 5 au 7 octobre à Barcelone. C'est un salon qui connaît une fréquentation croissante et un intérêt croissant. Nous y serons avec un stand de prospection et nous vous invitons à participer à ce salon. Nous serons, comme chaque année, présents sur Smart Cities avec un stand belge en novembre. On vient d'avoir une édition virtuelle. Ce sera évidemment, on l'espère, du présentiel en novembre. Et je terminerai par du multisectoriel. Donc, multisectoriel, nous serons impliqués en septembre également, en septembre-octobre, donc en fin d'année 2021 à Grenade, à l'événement au salon Big Science Business Forum, qui regroupe les grandes entités de recherche R&D en Europe. Donc la WEX y aura un stand de prospection. Et nous finirons l'année en novembre par un événement un peu particulier que nos collègues de Madrid ont brillamment organisé l'an dernier, donc Casa Wallonia, qui est un événement multifacette qui regroupe les aspects culturels, les aspects investissements étrangers et des aspects liés à l'exportation. Vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui y avait des B2B dédiés aux délicatesses et à la bière l'an dernier. Nous souhaiterions cette année lui donner
une couleur peut-être un peu plus industrielle, notamment au niveau de l'aéronautique. Donc voilà toutes les actions collectives que l'on envisage cette année-ci. Vous y êtes les bienvenus, évidemment. On espère que tout ça pourra se dérouler de manière tout à fait classique. Et en attendant, nous vous invitons donc, comme on l'a dit plusieurs fois, mais vraiment n'hésitez pas à nous contacter sur base individuelle pour que nous puissions vous accompagner du mieux possible dans vos démarches d'exportation sur le marché espagnol. Voilà qui clôture notre présentation. Nous allons maintenant répondre à vos questions. Normalement, elles arrivent dans le chat. Alors, je vais couper mon partage d'écran. Faut-il? Non, je peux le laisser et on peut voir les Q&A. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on procède? Didier, tu reprends aussi la parole? Oui, mais donc, d'abord une sur la présentation. Oui, on va partager avec vous la présentation. Donc, vous allez pouvoir suivre, relire tout cela. Et donc, peut-être là, Gilles, je te laisse sur le site sur les projets de rénovation durable, je ne sais pas. Moi, en fait, très sincèrement, je ne vois pas les questions. Donc, on demande ici, y aura-t-il un website qui reprend tous les projets de rénovation durable des bâtiments et des projets d'infrastructure? Oui, donc ça, c'est vraiment dans les détails. Vous voyez mon cadre ici, non? Je ne sais pas si vous voyez. Je vais quitter toutes les fenêtres qui sont ouvertes pour que vous voyez le slide, si ce n'était pas le cas. Voilà. Donc, en termes d'implémentation concrète du plan d'Espagne, du plan de relance, comme j'ai dit, il y aura une co-gouvernance entre les communautés autonomes et le gouvernement central. Et là, typiquement, je pense qu'il reviendra à chaque communauté autonome, en partenariat avec les grandes villes, de faire un appel à projet et de mettre en œuvre le cadastre de rénovation des bâtiments. Donc, à l'heure actuelle, je ne sais pas répondre à cette question. Par contre, nous avons déjà, il y a un mois ou deux, il y a 2 mois, introduit une grande société de verre de construction auprès des institutions de Barcelone. Et là, clairement, il y avait déjà, à l'heure actuelle, un cadastre des grandes zones de la ville à rénover, une volonté, un plan. Donc, j'imagine que chaque grande ville aura fait l'exercice, et donc il nous reviendra de vous aider à vous mettre en contact avec les institutions, les donneurs d'ordre au niveau espagnol pour la rénovation de ces bâtiments. Ok, parfait. Mais pour le reste, en fait, je pense que voilà, on a respecté le planning. Il est 12h05. Et ce que je propose, c'est peut-être d'en rester là. Et nous allons vous recontacter par email chacun pour voir d'abord si cette présentation a bien répondu à vos attentes, répondu à vos questions, et puis répondre aux questions spécifiques que vous pourriez avoir et que nous puissions ensemble planifier la suite et voir comment vous aider sur le marché espagnol. Donc, je pense pour moi qu'il me reste à vous remercier pour votre attention. Gilles? Bon, je vois ici peut-être, Didier, une dernière question qui est généraliste. Il y en a une sur les blockchains, on peut y revenir en privé. Oui, on parle des blockchains dans le plan, même si ce n'est pas la technologie la plus mise en avant dans ce plan en particulier. Par contre, au niveau de l'aide à l'ouverture de filiales sur place, oui, clairement. Donc, c'est un peu l'étape ultime pour certaines sociétés de la démarche d'exploitation. Nous aidons également via des partenaires locaux à cette thématique aussi. Donc, je vous remercie également. Merci à tous. Je pense que c'est un exercice d'introduction intéressant et nous sommes à votre disposition dans les semaines et mois à venir pour vous aider. Bonne journée et nous allons donc couper la session. À bientôt.